Situé dans le 16e arrondissement de Paris, le Musée national des arts asiatiques, connu aussi sous le nom du Musée Guimet, représente l'ensemble des civilisations asiatiques, de la préhistoire jusqu'à nos jours, couvrant une aire géographique allant de l'Afghanistan jusqu'au Japon. Créé par le riche industriel lyonnais Émile Guimet, le musée rassemble 3500 objets présentés au public pour 60 000 pièces au total. S'ajoutent à cela 550 000 photographies et une bibliothèque d'environ 150 000 ouvrages. Nous avons rendez-vous avec Vincent Lefebvre, directeur de la conservation et des collections, pour faire un pas au musée. Le musée Guimet tel qu'on peut le visiter aujourd'hui, il est issu d'une grande rénovation architecturale qui a eu lieu à la fin du siècle dernier, entre 1996 et 2001. Ces travaux avaient pour but de donner au parcours des collections une plus grande lisibilité. Maintenant, l'idée, c'est de proposer aux visiteurs une déambulation de nature géographique à travers l'ensemble des civilisations asiatiques. Ainsi, on rentre au rez-de-chaussée avec le monde indien et indianisé, c'est-à-dire l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Donc en Inde vont naître deux grandes religions, le brahmanisme, qu'on appelle l'hindouisme de manière plus contemporaine, et le bouddhisme, qui vont se diffuser à travers une grande partie de l'Asie, le bouddhisme, lui, étant le fil commun de toutes nos collections. À partir de là, on peut poursuivre le fil de cette découverte en montant au premier étage et voir aussi cette diffusion du bouddhisme progressivement vers l'Est, soit à travers l'Himalaya, le Népal, le Tibet, qui nous permettent de gagner la Chine, ou alors l'Afghanistan. Et de là, on passe en Chine. Alors une Chine qui a aussi un début autonome. Le bouddhisme n'apparaît que tardivement, si je puis dire, au début de notre ère en Chine, et puis il y a donc un passé plus ancien, et puis donc l'arrivée du bouddhisme donc, qui joint un peu les deux histoires, et ce parcours se poursuit ensuite au deuxième étage, avec la fin de la période chinoise, enfin qui nous mène jusqu'à la dynastie Qing, jusqu'en 1911, et de la Chine, on va passer à la Corée, et enfin au Japon, et puis arrivé au Japon, c'est un peu le bout du voyage. La première salle dans laquelle on pénètre n'était pas une salle à l'origine, puisque c'était l'ancienne cour du musée. On pénètre dans cette salle en étant accueilli par une œuvre assez spectaculaire, qui est une balustrade avec ce qu'on appelle un naga, c'est-à-dire un serpent fabuleux, qui est tenu par des divinités. Et ces balustrades, elles sont typiques du Cambodge de la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, sous le règne du grand roi Jayavarman VII. Et elles illustrent un grand mythe de l'hindouisme qui s'appelle le barattage de la mer de lait. Passer le long de cette balustrade, c'est un peu quitter le monde des hommes et rentrer dans le monde des dieux. Et donc, à partir de là, vous êtes pleinement au cœur du musée Guimet. Nous avons la chance au musée Guimet d'avoir une collection indienne qui est de taille modeste, mais néanmoins nous avons une collection indienne qui nous permet là aussi de représenter à peu près les différents grands moments de cette vaste civilisation, avec peut-être un peu plus un accent sur l'Inde du Sud, avec notamment des reliefs provenant du delta de la Godavari et aussi une assez belle collection de bronze Chola, donc la grande dynastie qui a régné sur le sud-est de l'Inde entre le 9e et le 13e siècle et qui est très célèbre pour ces bronzes qui sont des images de procession, en particulier le Shiva dansant, qui est un peu des icônes de l'art indien. Avant tout, cette œuvre en métal, c'est une image de procession. Ici, nous avons une représentation assez spectaculaire du dieu Shiva, qui est le dieu suprême, qui est plus souvent associé à l'image de la destruction, mais qui est perçu vraiment comme le grand dieu en Inde du Sud. Et ici, pour
convaincre des hérétiques qui n'ont pas reconnu sa suprématie, sa toute-puissance. Il va, en terrassant le nain épileptique qui symbolise l'ignorance, et se lancer dans une danse cosmique. Donc dans le mouvement de la danse, son chignon d'ascète, ces sortes de dreadlocks, se défont de part et d'autre et donc font cette sorte d'éventail extrêmement élégant. Il est à la fois le dieu créateur, puisque avec le tambourin, il rythme le son de la création du monde, de l'univers, tandis que dans l'autre main, il tient la flamme qui évidemment est associée à la destruction. Et entre les deux, la création et la destruction, il est le Dieu qui protège et c'est ce qu'il nous montre avec ce geste de la main qui veut dire « n'aie pas peur ». Et en même temps, il tend son pied pour que les dévots puissent se pencher et adorer ainsi le Dieu. Il désigne d'ailleurs son pied tendu avec ce geste de danse que les textes indiens appellent très joliment Gajahasta, c'est-à-dire le mouvement de la trompe d'éléphant. Pour ce qui est du Cambodge, on va commencer avec l'art dit pré-angkorien, c'est-à-dire avant la fondation plus ou moins mythique de la royauté à Angkor en 802, donc on est avant le 9e siècle. Et puis ensuite on va passer aux différentes périodes qui sont généralement marquées par un monument majeur, un des grands temples royaux d'Angkor, avec aussi des pièces particulièrement spectaculaires des 12e, 13e siècles, c'est-à-dire l'époque d'Angkor Wat et celle du Bayonne sous le règne de Jayavarman VII. Les collections chinoises proviennent d'ailleurs en partie des collections du Louvre au départ. Donc là, nous avons des bronzes qui étaient associés au culte des ancêtres et puis aussi beaucoup de petites substituts funéraires, ce qu'on appelle en chinois des mingqi, qui sont des petits serviteurs en terre cuite qui se trouvaient dans les tombes pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Et puis nous illustrons aussi l'art bouddhique chinois, qui se propage qui provient d'Inde au départ, qui se propage par la route de la soie. Alors, on est au premier étage du musée, dans la galerie d'archéologie chinoise. En principe, c'est un vase qui servait pour les rituels dans les banquets aux ancêtres, dans la Chine ancienne. Donc cette œuvre en bronze qui date du 12e, 11e siècle avant notre ère, donc qui est extrêmement ancienne, elle est quasiment unique puisqu'on ne connaît que 3 exemplaires au monde de ce type de vase qui s'appelle Jun en chinois, qui est donc un vase à alcool ou à vin, à boisson fermentée. Et donc elle a la particularité d'être en forme d'éléphant. Donc il faut imaginer qu'il y avait un couvercle à l'origine et donc on pouvait puiser lors des banquets le vin avec l'aide d'une louche, qui est donc le vin qui a été conservé dans le corps de l'éléphant. Et cet éléphant est complètement orné puisqu'on peut voir les très nombreux motifs décoratifs qui sont réalisés avec le moule lors du travail de la fonte de ce bronze. Et ensuite, au 2e étage, nous illustrons davantage ce qu'on appelle plus communément les arts décoratifs chinois, avec un développement assez complet de l'art de la céramique et en particulier de la porcelaine. Un des grands chefs-d'œuvre de la collection de porcelaine, c'est ce vase dit 1000 fleurs, provient de la collection Grand Didier qui a été donnée au Louvre à la fin du 19e siècle et donc qui est aujourd'hui au musée Guimet. Là, nous sommes face à un chef-d'œuvre d'un point de vue technique. On est en Chine dans les fours impériaux de Jingdezhen et alors on ne peut pas vous le montrer, mais sous le vase il y a la marque impériale qui indique que c'était vraiment fait pour l'empereur. Ce vase en porcelaine
a un décor d'émaux. Et ce qui est absolument extraordinaire dans la réalisation de ce vase, c'est que le décor est constitué d'une multitude de fleurs qui sont d'abord d'une très grande finesse et d'un très grand réalisme, mais surtout il y a un nombre incroyable d'émaux de couleurs différentes, et il faut bien réaliser que pour concevoir cette œuvre, chaque type d'émail demande une cuisson différente. C'est un vrai tour de force, il y a une véritable virtuosité technique dans la réalisation de cette œuvre. Donc aujourd'hui, c'est une œuvre inestimable, puisque une œuvre de cette taille-là, avec autant de couleurs, c'est un véritable chef-d'œuvre au sens où on l'entendait dans la réalisation traditionnelle de l'artisanat. La bibliothèque, elle est intéressante aussi aujourd'hui parce que c'est le seul témoignage historique de l'aspect du musée à l'origine. Ça n'est plus la salle de lecture qu'elle était au départ. Aujourd'hui, c'est une salle muséale et c'est un peu quelque sorte un mémorial dans lequel nous présentons, outre quelques livres historiques qui sont sur les rayonnages d'origine, dans des vitrines qui, elles, sont beaucoup plus modernes, une sélection des plus belles pièces de la sculpture bouddhique japonaise qui donc font le lien avec le geste fondateur d'Émile Guimet en 1889. Pour ce qui est du Japon, nous avons d'une part là les collections historiques ramenées par Émile Guimet, en particulier tout ce qui a trait à la sculpture bouddhique depuis la préhistoire, l'époque dite Jomon, et aussi un fort fond d'art graphique, de la peinture, mais également de l'estampe, qui est une chose très connue dans l'art japonais, que là encore nous présentons par rotation. Donc un des intérêts du musée Guimet, c'est qu'on peut venir plusieurs fois dans l'année et on ne verra jamais deux fois la même chose. Les plus curieux prolongeront leur voyage en Asie grâce aux nombreuses expositions temporaires proposées par le musée Guimet. Les visiteurs peuvent terminer leur balade au restaurant ou dans la boutique. Enfin, il est possible de profiter d'une magnifique vue sur Paris depuis les terrasses du musée. Pour découvrir l'ensemble de ces trésors, rendez-vous au musée Guimet tous les jours, sauf les mardis, de 10h à 18h, pour faire un pas au musée.